que vous m'entendez bien? Voilà. Je parle pas très fort. Ça va me demander un effort, mais je vais essayer. Je suis Coralie Landré, je suis chercheuse en santé publique à l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé, où je coordonne tous les projets de recherche en lien avec la santé mentale et la psychiatrie. Et dans la suite de ma collègue Magali Coq-Defil, que vous connaissez peut-être, qui a aussi participé à cette présentation et qui s'excuse de ne pas avoir pu être là aujourd'hui, on a développé tout un axe de travaux de recherche sur le recours aux pratiques restrictives de liberté en psychiatrie, mais nous on mobilise plutôt des données à l'échelle nationale qui permettent de faire quelques données de cadrage pour le projet PlaidCare. Donc déjà, je voulais vous faire un petit panorama de l'état de la coercition en psychiatrie dans le monde, parce qu'il faut savoir que c'est une problématique qui est loin d'être propre à la France. Les pratiques coercitives en psychiatrie, elles sont communes à tous les pays. On les retrouve dans tous les pays du monde, avec cette possibilité de contraindre pour le soin en psychiatrie. Alors même si cette possibilité, elle existe, elle est généralement encadrée, avec un encadrement juridique, en tout cas dans les pays occidentaux, et souvent encadrée par des recommandations de bonne pratique. Donc c'est le cas avec des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé en France, par exemple, mais c'est aussi le cas dans la majorité des pays occidentaux, et c'est reconnu comme des pratiques de dernier recours dont l'usage doit être limité. Et c'est quelque chose qui est d'autant plus porté à l'échelle internationale qu'à l'échelle nationale, parce que la réduction de ces pratiques, elle est écrite depuis des années à l'agenda politique international, notamment dans les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, ou même des Nations Unies, qui prônent une approche de la santé mentale fondée sur les droits de l'homme, et donc une réduction totale, une abolition de ces pratiques. Et donc ça repose sur le fait que les données probantes en faveur de l'efficacité thérapeutique de ces mesures sont limitées. Il n'existe pas de données de preuve à l'heure actuelle qui puissent être mobilisées pour justifier l'usage de ces pratiques, alors qu'au contraire, les effets secondaires de ces pratiques sont bien documentés dans la littérature, à la fois des effets secondaires physiques, des effets secondaires psychiques, des effets sur la relation de soins avec le personnel soignant, et aussi des effets secondaires sur les personnels qui sont obligés de mettre en œuvre ces pratiques qui parfois sont contraires à leur valeur morale. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun globalement à tous les pays. Par contre, il y a des différences sur de nombreuses dimensions, et on va les évoquer l'une à la suite de l'autre, notamment dans les cadres légaux, dans la définition des pratiques coercitives en psychiatrie, dans les systèmes d'information qui sont mis en œuvre pour documenter ces pratiques et suivre l'usage de ces pratiques, sur l'ampleur du recours et sur les politiques de réduction qui vont être mises en place dans les différents pays. Mais en tout cas, une constante, c'est que c'est vraiment des pratiques qui partout vont venir cristalliser les débats entre protection des libertés individuelles et protection de la santé et des personnes. Je vais trop vite, pardon. Donc si on revient sur le premier point, qui est celui des cadres légaux, donc dans la plupart des pays du monde, ce sont des pratiques qui sont encadrées législativement, mais avec un certain nombre de variations. Donc si on prend le cas des soins sans consentement, les critères d'admission qui peuvent justifier des soins sans consentement vont varier selon les pays. Alors par exemple, dans certains pays anglo-saxons, la notion de danger est prépondérante dans les critères d'admission. En France, ça va plutôt être des critères liés à l'incapacité à consentir aux soins et aux besoins de soins immédiats. Il peut y avoir des variations aussi dans les autorités de décision qui ont le pouvoir de décider de ces mesures. Ça peut être des professionnels de santé, ça peut être plutôt des décisions issues du milieu judiciaire, ou ça peut être un mix entre les deux types d'autorités. La durée possible de mise en œuvre de ces mesures, elle va aussi varier selon les pays. Les contrôles judiciaires qui sont mis en œuvre suite à la mise en œuvre de ces mesures peuvent aussi varier. Ils peuvent être systématiques ou alors à la demande, par exemple à la demande des patients ou des proches. Les modalités de soins vont aussi varier. Donc en France, on a la possibilité de faire des soins sans consentement à la fois en hospitalisation et en ambulatoire, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Il y a des pays où c'est limité à la prise en charge hospitalière, au sens propre, en hospitalisation à temps plein. L'implication des familles, elle va varier aussi. La possibilité de faire des soins sans consentement à la demande d'un tiers, c'est quelque chose qui n'existe pas dans tous les pays, qui existe en France, qui n'est pas pareil partout. Et le fait d'avoir un rôle consultatif des familles peut exister, mais peut aussi être
droits des patients ils sont pris en compte de façon différenciée selon le pays. Parfois, il y a une assistance juridique qui va être mise à la disposition des personnes concernées, une évaluation indépendante de la situation, la possibilité de refuser certains traitements, mais ça, c'est des choses qui varient de façon assez significative entre les pays. Donc là, je vous ai mis une étude comparative qui a été publiée en 2019 dans le Lancet Psychiatry sur le taux de recours à l'hospitalisation en soins sans consentement dans un certain nombre de pays d'Europe. Alors, c'est des données qui sont un peu anciennes puisqu'elles vont jusqu'en 2017. Je vous ai mis la France encadrée en rouge. Donc on voit qu'on a un taux déjà qui augmente au fil du temps, c'est un taux qui est rapporté à la population, un taux pour 100 000 habitants, mais on voit aussi que comparativement à d'autres pays, alors certes on n'est pas le plus mauvais pays, là sur le graphique le plus mauvais pays c'est l'Autriche, mais on a quand même un taux qui est quand même assez nettement supérieur à un certain nombre d'autres pays. Notamment d'Europe, j'ai dit que c'était que des pays d'Europe, mais il y a aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande, pardon. Mais voilà, on voit que la France est dans une position un peu intermédiaire. Et ce qui était intéressant dans cet article, c'est qu'ils ont essayé de chercher les facteurs explicatifs, alors forcément macro, au niveau national, des disparités de recours entre pays. Et ils ont montré qu'il n'y avait pas d'association avec les cadres législatifs, les différences dans les cadres législatifs qui étaient mises en œuvre dans les différents pays. Donc c'est pas le facteur prépondérant explicatif de ces disparités-là. Pour ce qui est de l'isolement et la contention, je vous ai parlé des soins sans consentement jusqu'à présent. C'est pareil, on va avoir des variations entre les pays qui sont sur le même type de dimension, avec des encadrements législatifs qui vont être plus ou moins stricts selon les pays, des critères de mise en œuvre qui vont varier aussi, donc toujours cette question du danger imminent, parfois la question de l'agitation sévère. Les durées maximales de mise en œuvre varient aussi, la supervision, parce qu'il faut savoir que par exemple dans certains pays nordiques comme la Norvège, l'isolement se fait toujours en présence d'un soignant. Donc en France, l'isolement, ça se fait sans la supervision constante d'un professionnel de santé. Il y a un encouragement plus ou moins important des alternatives aussi selon les pays et des variations dans les contrôles judiciaires et là j'essaie de vous mettre quelques exemples un peu illustratifs. Le contrôle d'un juge qu'on a en France, il est commun avec d'autres pays d'Europe notamment, comme l'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas. Par contre, les durées de mise en œuvre des mesures qui justifient le contrôle par un juge vont varier entre les pays. Donc pour la contention mécanique, par exemple, en France, il est 48 heures alors que c'est 30 minutes en Allemagne, donc c'est beaucoup plus court. La réévaluation médicale en France, c'est toutes les 6 heures. En Espagne, c'est toutes les 4 heures. Donc voilà, il y a aussi des variations sur ça dans les pays. Il y a des variations aussi dans les données sur l'utilisation de ces mesures, avec parfois l'obligation d'un recueil, comme c'est le cas en France depuis 2018, mais je reviendrai là-dessus par ailleurs, et parfois une absence totale de recueil de ces pratiques, ce qui est quand même le préambule pour pouvoir voir ce qui se passe et comprendre comment on peut agir. Et il y a certains pays où on n'a absolument aucune donnée. Et puis il y a des différences dans les mesures qui sont autorisées et encadrées. En Islande, la contention mécanique n'est pas autorisée. C'est le cas également dans le système public en Angleterre et dans certains cantons suisses. Et la médication forcée peut être encadrée dans d'autres pays. C'est notamment le cas aux Pays-Bas. Et ça l'a été en Allemagne, mais ça l'a été temporairement. Ça a été suspendu par la suite. Et puis l'isolement et la contention en France, en tout cas dans les textes législatifs, on sait qu'en pratique c'est un peu différent, mais ils sont censés être limités aux soins sans consentement, alors qu'en Norvège, c'est autorisé à la fois aux soins sans consentement et hors des soins sans consentement. Et ce qui est un peu compliqué dans ce champ, c'est que c'est vraiment des cadres législatifs qui ne cessent d'évoluer. Les recueils des informations aussi sont en évolution constante, donc il y a des informations et des données qui sont rapidement périmées, donc c'est quelque chose qu'il faudra garder en tête quand je vais vous présenter des données un peu comparatives entre les pays. Alors j'ai mentionné les systèmes d'information variables, il y a un nombre assez faible de pays qui ont un système centralisé historique qui permettent de documenter ces pratiques à l'échelle nationale et dans une approche longitudinale. C'est le cas notamment des États d'Europe du Nord qui sont très en avance sur ces questions-là, comme par exemple la Finlande et la Norvège où c'est en place depuis des décennies, et aussi aux Pays-Bas où ce type de système d'information existe depuis 2013, donc c'est vraiment des pays qui ont été précurseurs avec des registres nationaux depuis plusieurs années.
En France, c'est maintenant le cas dans le cadre du recueil d'informations médicalisées en psychiatrie, qui est un recueil de données médico-administratives sur les activités hospitalières et qui, depuis 2018, intègre un registre sur les mesures d'isolement et de conjonction. Ça a été rendu obligatoire par la loi. Alors, je vais vous en reparler parce que moi, c'est ce recueil que je mobilise dans les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais voilà, c'est quand même une nouvelle richesse en France d'avoir ce nouveau recueil, mais qui reste relativement récent, avec une qualité des données qui monte en charge au fil du temps. Il faut savoir que dans certains pays aussi, l'organisation un peu du système de santé peut faire que les systèmes d'information ne sont pas nationaux. Je pense par exemple à des États fédéraux où la responsabilité de la santé repose préférentiellement sur les régions. Par exemple, en Allemagne, on a des bases de données dans certains landers et pas de données dans d'autres landers. Ou voilà, au Royaume-Uni, on a l'Angleterre qui va être différent, par exemple, de l'Écosse ou du Pays de Galles. Voilà, nous aussi, on n'a pas ce problème un peu d'organisation fédérale ce qui nous permet d'avoir des données centralisées en France. Et c'est pas parce que plusieurs pays ont des systèmes d'information que ces systèmes d'information sont similaires. Il y a vraiment des variations dans les données recueillies, les mesures recueillies. Il y a certains pays qui vont recueillir des données sur la contention manuelle, la contention chimique, l'alimentation forcée. C'est pas le cas en France. En France, on recueille uniquement à l'échelle nationale des données sur la contention mécanique et l'isolement. Et bien sûr, les soins sans consentement, ça existe depuis la création du MOP au début des années 2010. Il y a des recueils qui incluent le nombre de mesures, le nombre de séjours, le nombre de patients. En France, en théorie, on a ces trois niveaux d'analyse, mais en réalité, c'est compliqué de travailler sur les mesures quand on veut faire des comparaisons entre établissements parce qu'il y a des différences un peu dans la façon dont c'est rapporté par les établissements, alors c'est en train de s'homogénéiser. Et voilà, il y a un petit biais si on travaille sur la mesure pour faire des comparaisons entre les établissements. En Allemagne, par exemple, il n'y a pas la possibilité d'identifier si c'est le même patient qui a eu plusieurs mesures. Donc on a des infos fines sur les mesures, mais par contre, on ne peut pas les rattacher aux patients. Dans certaines bases de données, il y a des informations sur les motifs, sur les techniques de désescalade qui ont pu être mises en œuvre précédemment et sur les caractéristiques des individus. Mais parfois, comme je vous l'ai dit, on n'a pas d'informations sur les caractéristiques des individus. Et parfois, on a des informations sur la durée. Mais là encore, en France, c'est des informations qui restent à l'heure actuelle à prendre avec des pincettes. Et sur le champ étudié, c'est pareil, on a des variations entre les pays. En France, le recueil est obligatoire uniquement pour le champ de la psychiatrie adulte. Il y a des pays où on a aussi des informations, par exemple sur le champ de la gérontologie. Et puis bien sûr, ça c'est commun à tous les pays, il demeure des pratiques coercitives qui ne sont pas encadrées et qui ne sont pas quantifiées, y compris dans les pays avec les meilleurs systèmes d'information, comme tout ce qui va être port du pyjama obligatoire, restriction du droit de visite, restriction de l'accès aux effets personnels, liberté d'aller et venir. Donc ça c'est des choses qui sont très peu documentées à grande échelle dans les systèmes d'information. Et puis, alors ça c'est le cas de la France, l'isolement et la contention est maintenant documenté en psychiatrie, mais par contre, il n'y a pas de recueil aux urgences générales dans le secteur médico-social, dans le secteur social, en gériatrie, en pédiatrie. Or, on sait que c'est des pratiques qui existent aussi dans ces champs. Alors, une petite évolution intéressante quand même, c'est qu'il y a une prise de conscience de l'intérêt de documenter le recours aux pratiques coercitives en psychiatrie comme des indicateurs de qualité des systèmes de santé. Donc là, l'Organisation de développement et de coopération économique, le CDE, commence à utiliser des indicateurs relatifs à ces mesures. Donc là, je vous ai mis une figure qui a été présentée dans un de leurs rapports sur le recours à des mesures d'isolement et de contention. Par contre, le problème de l'usage de ces mesures, si on ne les utilise pas avec la rigueur nécessaire, c'est que les comparaisons sont très dangereuses parce que là, ce sont des chiffres bruts en fait sur le nombre de patients annuellement qui ont des mesures d'isolement ou de contention. Or, du coup, ça revient à comparer des pays comme le Japon où on a 125 millions d'habitants et des pays comme par exemple l'Irlande et la Nouvelle-Zélande où on a 5 millions d'habitants. Donc il faut faire très attention et je suis un peu étonnée que l'OCDE ne rapporte pas ces taux à une population parce que voilà, c'est des effectifs, mais on ne peut pas les comparer directement entre eux. Donc moi, je préfère utiliser des données qui ont été retraitées par des chercheurs pour s'assurer de pouvoir avoir une comparabilité qui soit meilleure, même si elle n'est pas parfaite. Et donc là, je vous ai mis des chiffres
qui sont sortis de la dernière publication un peu comparative sur ces données-là, sur les données d'isolement, de contention mécanique, de contention physique et de contention chimique rapportées à 100 000 habitants. Alors là, le petit biais, c'est que du coup, les données n'étaient pas disponibles les mêmes années pour tous les pays, donc il y a des biais liés aux années, mais en tout cas, ça permet quand même d'être un peu plus sûr des comparaisons qu'on fait. Et donc là, effectivement, le Japon ressort comme un pays avec des politiques très fortes d'isolement et de contention. On voit que un certain nombre de pays anglo-saxons ont réduit, en nombre faible, de mesures de contention mécanique. Par exemple, le cas de l'Angleterre et du Pays de Galles est assez illustratif là-dessus. Il y a aussi encore des pratiques qui ne sont pas documentées partout, comme la contention chimique. On a des chiffres uniquement là sur ce graphique pour l'Angleterre et les Pays-Bas. Je placerai la France dans ce graphique après. Je vous demande un peu de patience. Parce que quand cette étude est sortie, on n'avait pas encore d'études pour la France, mais maintenant on commence à travailler sur les données en France, donc il est probable que les prochaines études comparatives pourront inclure la France. Comme je vous l'ai dit précédemment, on a un recueil obligatoire depuis 2018 auquel certains d'entre vous doivent contribuer par des données. Et ce recueil, il est remonté dans le recueil d'informations médicalisées pour la psychiatrie, qui est accessible aux chercheurs. Alors bien sûr, tout est anonymisé, il n'y a aucun risque d'identification des personnes concernées. Et c'est un recueil qui concerne l'isolement et la contention mécanique. Donc nous, on a commencé à travailler sur ce recueil, avec pour objectif d'essayer de commencer à décrire le recours à l'isolement et la contention au niveau national, à décrire les variations entre établissements, avec l'hypothèse qu'il y avait des fortes variations entre les établissements. Vous verrez que c'était effectivement le cas, et une première analyse des facteurs associés à ces variations, mais sachant que c'est des analyses à l'échelle nationale, donc on n'est pas forcément très fin sur les facteurs qu'on peut mobiliser. C'est pour ça que les études comme PLEDCAR, les études qualitatives, ont toute leur place pour venir complémenter notamment. Donc on mobilise le recueil d'informations médicalisées pour la psychiatrie sur la France métropolitaine pour une question de disponibilité des données sur les autres territoires relativement aux facteurs associés pour l'année 2022 et pour les patients adultes suivis en soins sans consentement. Et donc on a fait notre étude sur 204 établissements avec une activité de soins sans consentement sectorisée. Alors c'est pas l'intégralité de ces établissements parce que certains d'entre eux n'avaient pas une qualité du recueil qu'on a jugée suffisante pour être inclus dans les analyses, ce qui aurait pu entraîner un biais. Et notamment on a exclu certains établissements qui ne déclaraient pas d'isolement et de contention. Alors qu'en réalité, dans les rapports du CGLPL, dans les rapports de certification de la HAS, il y avait ce type de données qui étaient remontées par les établissements. Mais on est quand même sur la majorité des établissements. Alors ce qu'on observe en 2022 sur les établissements qu'on a inclus, c'est un usage qui est non marginal, on ne peut pas le dire autrement, mais de l'isolement et de la contention en France. On observe ainsi qu'on a de l'isolement dans un tiers des séjours en soins sans consentement. Là, dans nos établissements inclus, ça représente plus de 30 000 séjours annuellement, et de la contention mécanique pour 10% des séjours en soins sans consentement. Donc ça représente dans les établissements inclus près de 9 000 séjours. Donc c'est des chiffres qui interpellent fortement. Alors, comme j'ai commencé à vous le dire, je ne peux pas faire une comparaison directe sur le nombre de mesures et la durée des mesures avec d'autres pays parce que c'est des données qui restent peu fiables à ce jour, en tout cas en 2022 quand on a mobilisé ces données-là dans le recueil. Notamment parce que le recueil n'est pas homogène entre les établissements sur ces dimensions-là. Et par contre, ce qu'on peut commencer à comparer, c'est les taux de personnes isolées ou contentionnées pour 100 000 adultes. Donc en France, on a un taux de 55 personnes isolées pour 100 000 adultes par an. Et si on en revient au graphique que je vous ai présenté auparavant,
Ça nous place quand même au-dessus de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Allemagne, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et des Pays-Bas, donc ce qui suggère des marges de manœuvre. Et pour le taux de contention, ça nous place au-dessus de l'Angleterre et des Pays-Bas. Il y a moins de pays pour lesquels ces taux sont disponibles. On est juste légèrement un peu en dessous de l'Allemagne du Sud-Ouest, mais voilà, ça suggère quand même des marges de progression possibles. Alors ensuite, ce qu'on observe, c'est dans les variations entre établissements. Donc là, chaque barre verte représente un établissement avec son taux d'isolement parmi les séjours en soins sans consentement et son taux de contention mécanique parmi les séjours en soins sans consentement avec de l'isolement. Et ce qu'on observe globalement, c'est des variations, mais qui sont pas liées uniquement à quelques établissements avec des valeurs extrêmes, mais qui sont réparties sur un grand nombre d'établissements. On voit des pourcentages de séjours en soins sans consentement avec isolement qui varient entre 0 et 78% entre les établissements, et pour la contention mécanique entre 0 et 100%, sachant qu'on observe 18 établissements qui ne rapportent pas de contention du tout en 2022, donc voilà, qui inclut les établissements qui ont été étudiés dans Platcare et qui incluent certainement certains de vos établissements. Donc on voit que la zéro contention semble possible en France dans certains établissements. Alors dans nos analyses multivariées, sur les premiers facteurs qui pourraient être associés aux variations qu'on observe entre établissements, déjà la première chose qu'on note, c'est la part notable des variations attribuables au niveau établissement. Le niveau établissement explique une plus grande part des variations que le niveau individuel, patient ou séjour, même si on observe quand même des associations fréquentes avec les caractéristiques individuelles des patients. Donc notamment quand un patient est de sexe masculin, avec un âge jeune, avec un groupe diagnostic de troubles sévères, notamment certains troubles bipolaires, certains troubles de la personnalité, voilà, ça augmente le risque d'avoir une mesure d'isolement de contention. Mais ce qu'on observe également, c'est que même si ça ne représente qu'une faible part des personnes qui subissent de l'isolement et de la contention, on a une surreprésentation des personnes avec des troubles du spectre de l'autisme et des déficiences intellectuelles parmi les personnes qui sont isolées et contentionnées. Ce qu'on observe aussi, c'est que les détenus font l'objet de plus d'isolement et moins de contention mécanique, toutes choses égales par ailleurs, ce qui suggère qu'ils sont mis à l'isolement pour des raisons de sécurité, plus que pour des motifs cliniques, alors qu'il y a des nouvelles recommandations de la DGOS qui sont sorties en 2024 sur la prise en charge des détenus, qui stipulent que c'est des mesures qui doivent être liées à des motifs cliniques chez les détenus et pas des motifs sécuritaires. Le fait d'être un patient connu par les équipes, alors nous on l'approxime par un proxy qui est le fait d'avoir déjà été pris en charge en hospitalisation dans l'établissement, va réduire le risque de recourir à l'isolement, ce qui suggère que quand le patient est connu, on a moins la tentation, on a plus de leviers pour trouver d'autres solutions, alors que quand le patient arrive par les urgences, là le risque d'être isolé augmente fortement. On observe aussi des associations avec des facteurs au niveau établissement. Alors pour l'isolement, ce qu'on a observé, c'est qu'on a un moindre recours à l'isolement dans les CHU et dans les établissements publics pluridisciplinaires. Donc ça, c'est des résultats moyens à l'échelle nationale. Et pour la contention mécanique, alors c'est un résultat qui sera à mettre en regard de certains résultats plus qualitatifs dans Platcare. Mais on observe quand même que quand le ratio infirmier-patient est très faible, le risque de recourir à la contention mécanique est quand même plus élevé. Donc ce qui suggère que ces mesures peuvent quand même être, dans certains cas, utilisées quand l'équipe se retrouve dans des difficultés fortes pour répondre à des situations de crise, notamment du fait d'un manque de ressources humaines. Et on observe aussi une association avec le pourcentage de soins sans consentement parmi les séjours à temps plein, qui peut paraître un peu contre-intuitif, et du coup on a plusieurs hypothèses pour l'expliquer potentiellement. Donc déjà l'acquis de l'expérience, le fait d'être souvent confronté à des personnes en soins sans consentement, et que peut-être après on en a moins peur, on stigmatise moins ces personnes, et on arrive plus à développer des alternatives moins coercitives pour les prendre en charge. Mais ça peut être lié aussi au fait que ce seraient des établissements qui ont vraiment limité l'hospitalisation à sa portion congrue et donc aux situations les plus sévères. Et donc où on a un pourcentage de séjours sans consentement parmi les séjours à temps plein élevé parce qu'on a une faible file active hospitalisée à temps plein. Et un résultat important de nos travaux, c'est que contrairement à des idées répandues,
ni la prévalence des troubles psychiques dans la zone d'intervention des établissements, ni la sévérité de la file active suivie à temps plein, en tout cas telle que nous on peut l'approximer dans nos données, ne sont liés à une plus forte probabilité de recours à l'isolement ou à la contention mécanique, et c'est souvent des facteurs qui sont mis en avant par les établissements qui ont un fort recours à ces pratiques-là, et en tout cas ça ne ressort pas dans notre travail. Voilà, donc la part des variations qu'on peut expliquer à l'échelle nationale, elle demeure faible néanmoins parce qu'on a peu d'informations sur les caractéristiques organisationnelles des établissements à l'échelle nationale et encore moins des secteurs et des services. On a peu d'informations sur les courants de pensée, les cultures de soins, et ce n'est pas des informations qu'on a à l'échelle nationale. Donc c'est pour ça que PlaidCare a toute sa place pour venir éclairer ces travaux-là. Je passe à la slide d'après parce que je crois qu'il me reste plus beaucoup de temps. Donc pour revenir un peu à ma comparaison internationale et finir là-dessus, on a aussi des différences entre pays sur les politiques et les stratégies de réduction de ces pratiques. Alors en France, l'objectif de réduction qui est porté à l'échelle nationale, il est partagé, en tout cas il est affiché par les pouvoirs publics. C'est l'une des actions de la feuille de route santé mentale et psychiatrie qui guide l'action publique dans ce champ depuis 2018. Et ça se rapproche d'autres soutiens politiques dans d'autres pays. Et on voit qu'il y a aussi des pays qui ont développé des initiatives et des plans nationaux plus importants, comme par exemple en Scandinavie, mais pour lesquels la pérennité des effets n'est pas établie, c'est-à-dire que dès qu'on arrête l'initiative, dès qu'on arrête le plan, le taux remonte. Et puis il y a encore des pays sans aucune stratégie à ce jour. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des pays où le recours aux pratiques coercitives en psychiatrie est vraiment utilisé comme un indicateur de qualité des soins. Alors en France, inclure des informations sur le recours à l'isolement et à la contention parmi les indicateurs sur le financement et la qualité des établissements, ça a été jugé à ce stade trop précoce, voire contre-productif, dans un contexte où on essaye d'améliorer la qualité du recueil. C'est quand même quelque chose qui est pris en compte dans la certification des établissements. Et puis, voilà, j'ai juste 3 slides pour finir, mais je vais essayer d'aller dessus. Sur le développement d'outils et stratégies coordonnées, on voit aussi des choses qui émergent dans d'autres pays, mais qui ne sont pas nécessairement portées par les pouvoirs publics. Par exemple, en Angleterre, c'est une ONG qui a développé un important réseau qui s'appelle Brain Strength Reduction Network. Mais voilà, c'est vraiment une ONG qui s'est saisie de cette question-là. Il y a aussi des outils et des stratégies qui sont développés par les professionnels de santé, comme la stratégie Six Core Strategy, qui émerge notamment dans les pays anglo-saxons. Et il y a des réseaux de chercheurs, comme le réseau First Strength, qui travaillent sur les approches pour réduire la coercition dans les pays d'Europe, qui essayent aussi de se saisir de ces questions-là pour identifier des outils et des alternatives. Donc en tout cas, une constante qui demeure, c'est qu'il faut vraiment arriver à donner aux équipes cliniques le moyen de mettre en œuvre les ambitions politiques de réduction du recours à ces pratiques, parce que des ambitions, c'est bien gentil, mais il faut aussi donner le moyen aux personnes sur le terrain de les mettre en œuvre. Alors là, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, il y a ce rapport du Conseil de l'Europe qui est sorti récemment sur un recueil de bonnes pratiques pour promouvoir les mesures volontaires dans les services de santé mentale et qui donne quelques pistes très intéressantes, d'initiatives intéressantes qui existent dans le monde. Et je vais juste finir sur les premiers facteurs de réussite identifiés dans ce rapport, parce que ça vous fait une petite mise en bouche pour ce qui va ressortir dans le projet PlaidCare, parce que vous verrez qu'il y a quand même un certain nombre de points communs. Donc, parmi les facteurs de réussite qui ressortaient dans cette étude européenne, c'était d'avoir un leadership de haut en bas qui soit impliqué dans la question de la réduction du recours à la coercition en psychiatrie, l'implication des usagers et la paire aidante, l'engagement et la détermination des chefs de service, qui est aussi un facteur clé, et en parallèle la participation active du personnel de base de première ligne, allant jusque par exemple au secrétaire, l'engagement et l'exigence des autorités sanitaires, le suivi des données statistiques sur les pratiques, pour pouvoir aussi faire des comparaisons, pouvoir se positionner, et une culture ouverte à l'apprentissage et à l'essai de nouvelles approches, et la stabilité de l'équipe. Et vous verrez, c'est vraiment des choses qui ressortent aussi dans PlaidCare, et je vous en dis pas plus. Voilà. Merci beaucoup de votre attention, et désolée si j'ai été un peu longue. Merci beaucoup Coralie pour cette présentation, cette mise en bouche passionnante et qui pose bien le cadre et qui fournit des données très précieuses justement pour notamment situer la France face aux autres pays.